Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle critique, cette fois-ci pour un film qui est sorti sur Amazon Prime Video. C'est sorti au cinéma aux États-Unis, mais chez nous ça sort directement sur Prime Video car vous connaissez la chronologie des médias, et donc ça nous permet d'en profiter avant. Dans un sens, c'est une bonne chose. Et le film c'est Saltburn, qui est le deuxième film de Emerald Fennell après Promising Young Woman, qui moi est un film que j'avais adoré, donc j'attendais avec grande hâte ce Saltburn. Emerald Fennell, juste pour la resituer, donc Promising Young Woman, c'est son premier gros film en tant que réalisatrice. C'est un film qui a eu beaucoup de succès, qui a été nommé aux Oscars, mais elle est surtout connue comme étant actrice à la base. Notamment, on a pu la voir dans le dernier film Barbie. Et elle était également scénariste, et elle a été scénariste sur la série Killing Eve, qui était une série bien cotée, donc ce qui fait que petit à petit, elle a réussi à pouvoir financer ses propres films. Elle est réalisatrice du film, elle est également scénariste, donc comme d'habitude je commence par la petite fiche technique. À la photographie nous avons Linus Sandgren, alors c'est un nom que je ne connaissais pas, mais en fait c'est le directeur photo de Damien Chazelle, c'est lui qui fait la photo de ses films, donc La La Land et compagnie, donc plutôt un bon. Et il a également fait la photo du dernier James Bond, qui effectivement... autant le montage j'ai des choses à redire, autant sur la photo c'était quand même plutôt pas mal. Au montage nous avons Victoria Boydell, qui est qui fait partie des vétérans plutôt en termes de montage, puisqu'elle a commencé dans l'équipe de montage de films dans les années 90 tels que Entretien avec un vampire ou L'Armée des 12 singes, par exemple. Elle a été également ensuite lead, mais plutôt sur des séries télévisées, mais des bonnes séries télévisées britanniques, puisqu'il faut dire que c'est un film britannique, notamment Luther et Mi-5, puis après elle est passée plus sur du cinéma, avec des films comme La Maison des Ombres ou Broken, qui sont des très bons films britanniques. À la musique, nous avons Anthony Willis, qui est d'abord travaillé aussi, lui, plutôt dans des équipes, n'était pas forcément lead sur des bandes originales, donc il faisait principalement des musiques de suite. Il a fait Dragon 2, Moi Moche et Méchant 2, Rio 2, Les Schtroumpfs 2, donc plein de 2, c'est marrant, vous regardez sa fiche IMDb, il y a que des 2, et sa première vraie BO, en fait, c'était celle de Promising Young Woman, le précédent film d'Emerald Fennell, et il a également fait la BO de Megan. Au casting, nous avons Barry Keoghan. Barry Keoghan, c'est un acteur qui commence à quand même avoir une carrière intéressante, et en tout cas Saltburn c'est un nouveau grand rôle pour lui. C'est vrai qu'il a aussi fait des seconds rôles dans des bons films, typiquement Les Banshees d'Inisherin. Il a également joué dans Dunkerque, il a également joué dans un Marvel, Les Éternels. Dans The Batman, j'ai vu qu'il était dedans aussi. Alors dans The Batman, il joue le Joker, et donc il est dans les scènes coupées de The Batman, mais on le reverra dans The Batman 2 en Joker, et alors probablement avec un autre nom, puisque... pour ne pas parasiter le Joker de Joaquin Phoenix. Et également Mise à mort du cerf sacré, qui était peut-être son rôle le plus connu et le plus proche de celui qu'il a dans Saltburn, film de Yorgos Lanthimos. Nous avons également Jacob Elordi. Jacob Elordi, nouveau sex symbole à la mode, connu à travers la série Euphoria, dans laquelle il joue un salopard, et pour The Kissing Booth, donc une série de comédie romantique. Nous avons également Rosamund Pike, que nous avons adoré dans Gone Girl, n'est-ce pas? Et nous avons Richard E. Grant. Richard E. Grant, alors je sais pas si vous connaissez cet acteur, il était dans le dernier Star Wars, c'est pas son meilleur, il a joué dans... En fait, c'est un second rôle qu'a fait vraiment plein de films, donc vous l'avez vu dans plein de films, vous l'avez peut-être vu dans Le Temps de l'innocence de Scorsese, dans Logan, dans Jackie, le biopic sur Jackie Kennedy, ou peut-être dans la série Loki, c'est lui qui faisait Loki version classique, puisque vous savez qu'il y avait des variants de Loki dans la série Loki. Et il est britannique, mais ses parents sont sud-africains, et lui-même il est né au Swaziland. Donc, alors on ne dit plus Swaziland d'ailleurs, on dit Eswatini maintenant, ou Eswatini. Et donc il est donc eswatinien britannique. Et nous avons également comme second rôle un autre acteur qui monte en ce moment qui s'appelle Archimede Ekwe, qui était dans Midsommar et qui a été lead dans Gran Turismo cet été. Qui ici un second rôle. Bon voilà, ça c'était pour la fiche technique. Du coup, Nam, est-ce que tu veux nous faire un petit peu le pitch de ce Saltburn qui commence sur cette image ma foi, énigmatique. Alors Saltburn, ça commence un peu comme Elephant. Tu suis un type de dos en plan séquence. Ah, c'est vrai, je peux mettre tout de suite le plan séquence, attends. C'est possible. Hop. Et effectivement, il est dans une école aussi, comme dans Elephant. Oui. Alors une école un peu particulière, parce qu'il s'agit de Oxford, en Californie, n'est-ce pas De dos, on a un peu l'impression que c'est Harry Potter sur le premier plan. Ouais. Avec ses petites lunettes et son col qui fait un peu comme si c'était une écharpe, quoi. De toute façon, Poudlard, c'est complètement Oxford, de manière générale. Oui, bien sûr. Le château, la grande pièce où ils mangent tous, les uniformes et tout, voilà, c'est complètement Oxford. Et donc voilà, on suit un personnage. Et alors quand tu le suis au début, t'as un peu l'impression que ça se passe genre dans les années 70-80, parce que ça fait vieillot. Sauf que les gens autour de lui, ils font pas vieillot. C'est que lui qui est vieillot dans cette histoire.
Et d'ailleurs, les autres vont se moquer de lui. Il s'agit donc voilà d'Oliver, notre personnage principal, et c'est pas les années 80, c'est 2006. Donc voilà, on a ce personnage d'Oliver qui arrive donc à Oxford, fraîchement débarqué, et comme le film nous le montre très bien en quelques images, il est pas du tout à sa place, et les autres vont bien lui faire sentir. Bon, concrètement, moi j'ai passé mon bac en 2005, donc voilà, Oliver c'est moi, hein. J'arrive dans mon école d'ingénieur et j'ai à peu près cette dégaine-là, non peut-être pas quand même à ce point-là, et j'espère qu'en tout cas je n'ai pas le même caractère qu'Oliver, mais il y avait un petit peu de ce côté où j'étais pas forcément adapté à la vie étudiante, hein, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, bah, en gros le pitch du film, c'est Oliver qui est dans cette école et qui va essayer de se faire des copains, enfin surtout un copain. Et copain comment, on sait pas trop, même lui il sait pas trop. Et d'ailleurs très rapidement, je sais pas si ça va être déjà le cas à ce moment-là, mais on va avoir des flash forward de Oliver plus tard qui est en train de parler. Ah oui, alors ça, je peux même te dire à quel moment ça se passe et revenir à la première image. C'est qu'en fait, les premiers plans du film, donc ça, c'est l'étui à cigarette d'un personnage, donc qui est l'autre personnage du film qu'on vient de voir avec le pull bleu, qui est joué par Jacob Elordi. Et effectivement, on va voir le personnage d'Oliver qui raconte et qui a l'air de parler à quelqu'un et qui dit est-ce que j'ai été amoureux de lui Je ne sais pas, et qui va disserter un petit peu autour de cette notion-là. On va comprendre qu'elle va être matricielle pour le film. Et ensuite, effectivement, on passe directement au récit et on arrive à Oxford. Et à Oxford, au moment où il va repérer donc Jacob Elordi. Donc voilà, le beau Jacob, il s'appelle comment dans le film, Félix, c'est ça? Ah oui, Félix. Exactement. Félix, c'est ça qui lui tape bien dans l'œil. Et on sait directement que Félix, il a pas de problème à se taper à peu près qui il veut. Oui, il tape à peu près dans l'œil de tout le monde, ouais. Ouais, c'est ça. Sauf que bon, Félix, a priori, il est plutôt hétéro. À gauche de Félix, il y a Farley, qui s'avère être le cousin de Félix. Alors c'est quelque chose qu'on apprendra plus tard dans le film. C'est un autre personnage qui va être plutôt récurrent. Et la première chose qu'on va dire, alors je sais pas si tu as pris l'image, mais Farley et Oliver vont se rencontrer assez vite. Et entre les deux, le courant va pas du tout passer. Non, ils sont pas là, ils sont pas à Oxford pour les mêmes raisons, puisqu'en fait on a l'impression qu'Oliver c'est un petit peu le prototype du bon élève un peu coincé, alors que Farley est clairement là pour la vie étudiante et n'a pas l'air de très intéressé par ses études. Et effectivement, ils se rencontrent. Alors apparemment, ils font des études plutôt dans la littérature, de ce que j'ai compris, puisqu'il y avait une liste Oui. de livres à lire. Et lui n'a absolument pas lu les livres, alors que Oliver, lui, les a tous lus, ce qui inquiète aussi le prof. C'est-à-dire, il lui a dit vraiment cet été, tu as lu la Bible du roi Jacques, non, c'est vraiment très grave. Mais ils sont pas non plus de la même manière. Parce que Oliver, tu t'apprends qu'il est boursier, donc il a eu des résultats suffisamment convaincants pour venir, mais c'est-à-dire aussi que Oliver, il doit se battre pour montrer qu'il mérite sa place ici. Tandis que tu comprends que Farley et Félix, eux, bon, voilà, les partiels, ils s'en foutent un peu et tout. Ça sous-entend quand même que dans la famille, il y a des gens qui ont payé pour qu'ils soient là. Ils sont pas là pour les mêmes raisons. En tout cas, ils sont pas effectivement dans les mêmes conditions matérielles d'accès, et effectivement, on va apprendre par la suite qu'ils viennent d'une famille, puisqu'ils sont cousins, richissimes en réalité. Donc, pour continuer, bah alors, donc du coup, c'est la vie étudiante. Et alors déjà, ce qu'on peut dire sur le film, c'est que esthétiquement, déjà d'emblée, donc ce qui frappe, c'est qu'on va avoir pas mal de scènes de fête. Donc, Oliver est exclu, en tout cas au début du film. Et des scènes de fête adolescentes qui vont rappeler un peu les canons du genre, que ce soit la série Euphoria dont j'ai parlé précédemment, ou même plutôt la série Skins, puisque ça se passe en 2006, donc c'est peut-être le teen movie en série de la génération précédente. Donc c'est vraiment des soirées très arrosées, avec de la drogue, du sexe et tout ce qu'on peut imaginer dans des soirées estudiantines où il y a de l'argent, en tout cas. Mais je dirais même pour moi aussi un côté. Parce que bon, alors, un aspect dont on n'a pas parlé encore, c'est que le film, vous pouvez le voir depuis le début, les images sont en 4 tiers. Oui. Avec également un grain. Là, sur cette image, ça se voit particulièrement, et d'ailleurs, je trouve que le grain se voit particulièrement sur les scènes de fête. Et je trouve que ce 4 tiers, plus le grain dans les scènes de fête, ça me donne un côté un peu. Comment? Tu sais, les films de vacances Super 8, mais dont l'esthétique a été reprise par les pubs. Bah, en fait, même moi j'irais plus loin, c'est-à-dire qu'en gros, moi j'ai l'impression que quand je vois le film et quand je vois les plans qu'on a montrés jusqu'ici, c'est vraiment l'esthétique de Tumblr en 2006, quoi.
et des photos Instagram sur lesquelles on mettait plein de filtres grains un peu vintage. Et je pense qu'elle a la volonté de retrouver un petit peu ça. Et quand je dis esthétique Tumblr, c'est à la fois dans la granularité visuelle que tu as décrit, mais aussi dans ce qui va être montré, c'est-à-dire que la manière dont vont être caractérisés les personnages dès le début, et comme tu l'as dit, et d'ailleurs c'est pas du tout étranger au propos, c'est-à-dire qu'il va y avoir une ambiguïté sexuelle qui ne va plus du tout être ambiguë par la suite, et le film a clairement des codes queer qui sont affichés. Et d'ailleurs, on peut remarquer que sur cette image, tu parlais voilà, d'esthétique queer. Si derrière l'éclairage est en violet, c'est peut-être pas un hasard non plus. Voilà, le fameux éclairage bisexuel dont je vous parlais sur le segment sur Silent Night, qui ici va être utilisé à sa juste mesure, on va dire. Après, je sais que le violet est aussi souvent une couleur utilisée enfin, associée au mouvement queer. Dans quelle mesure, je sais pas trop, mais voilà, je sais que c'est quelque chose qui... Bah, en tout cas, le fait d'avoir un éclairage qui est un mélange de bleu et de rouge, ça c'est un truc qui est vraiment très classique. C'est ce qu'on appelle l'éclairage bisexuel, et c'est un vrai truc, hein. Vous pouvez aller voir sur Wikipédia, il y a un article et tout. Hein. C'est pas du tout un truc que je sors de mon chapeau. On parlait de chapeau, on peut voir que derrière, les gens ont des chapeaux de Noël, Ah oui. et qui font la fête, et que Oliver, il fait pas la fête avec eux. Non, ouais, effectivement, Oliver, il est pas encore dans la fête. Mais ça va être son objectif de pouvoir s'intégrer à la fête, puisqu'en fait, on a compris qu'il avait... en tout cas, à ce stade du film, on se dit vraiment, il a flashé sur le Félix. Tout les oppose, hein, mais il va essayer de se rapprocher de lui, ce qui ne va pas manquer d'arriver dans une scène un petit peu plus tard. Bah, dans la scène, là, tout de suite, c'est cette image-là. Voilà. C'est Félix qui a eu une panne de vélo, enfin un pneu crevé. Et du coup, Oliver va lui prêter le sien pour que Félix puisse aller à un partiel ou une soutenance ou je sais plus, bref, ou une colle, enfin voilà, peu importe. Qui va être du coup en fait la première fois qu'ils vont pouvoir se parler. Donc ça va être derrière une occasion pour Oliver du coup de se faire remarquer de Félix avec un geste plutôt sympathique. Et ce qu'on va remarquer aussi, c'est que Félix, tout populaire qu'il soit, lui a l'air aussi d'être quelqu'un d'assez sympathique et de pas forcément fermé à discuter avec Oliver, même si c'est un boursier. Contrairement à cette jeune femme, donc on a Oliver qui est derrière et qui va surprendre cette conversation, et elle va dire mais pourquoi tu traînes avec un boursier, personne ne veut s'approcher de lui, comme s'il avait la peste, quoi, d'une certaine manière. Oui, et en plus, elle précise bien que c'est parce que il a des fringues pas chères. C'est genre, il va s'habiller chez Casio, donc voilà, on lui parle pas. Non, pas Casio, Célio, tu veux dire. Oui, bref. Non, il va s'habiller chez... attends, comment ils disent? Il y a un nom, je sais plus ce que c'est. Oui, ils disent un nom, mais en fait, c'est le truc de... C'est Emmaüs, quoi, en gros. C'est l'équivalent d'Emmaüs au Royaume-Uni. Mais je me rappelle plus le nom non plus, mais c'était ça. Du coup, ouais, voilà. Donc on a quand même un racisme de classe qui est présent au sein de l'université et qui a l'air de concerner à peu près tout le monde. On va en découvrir plus du coup sur le personnage de Félix et ses origines. On va comprendre qu'il vient d'une famille effectivement extrêmement aisée. Et il va effectivement faire référence à un moment à une autrice qui s'appelle Evelyn Waugh, qui est une autrice qui a écrit notamment sur des familles très très riches et qui a fait un roman qui s'appelle, en français c'est Retour à Brideshead et en anglais c'est Brideshead Revisited. Et il va dire que sa famille a inspiré Evelyn Waugh pour ce roman. Et en fait, à ce moment-là, en fait, ça indique quand même que ce roman va servir un petit peu de matrice à la suite du film, puisqu'il va y avoir des thématiques communes, mais va avoir une approche post-moderne, en tout cas une modernisation de ce roman. Alors moi je ne le connais pas, je sais qu'il y a des séries qui ont été faites là-dessus, j'ai été voir un petit peu la fiche Wikipédia du roman, et effectivement il y a des similarités dans le récit entre les deux œuvres en tout cas. Donc ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça s'inscrit dans une tradition assez classique du roman britannique en particulier, et qui va montrer ce gouffre entre l'aristocratie et un personnage qui va se montrer plutôt arriviste, et qui va essayer de remettre ça à la sauce 2023, même si ça se passe en 2006. Je parlais d'esthétique queer, eh bien ça ne manque pas. Les personnages, très souvent, vont être nus, torse nu, se baigner au soleil, dans un homo-érotisme de bonne aloi. Et il y a pas mal de plans aussi, de très gros plans sur des visages ou des parties de corps, par exemple l'arrière du cou, ce genre de choses. Toujours dans des très belles lumières, c'est très bien fait, etc. Pour le coup, je trouve que cet aspect du film, cette esthétique où les corps sont souvent représentés nus et tout, je trouve que dans ce film c'était très bien fait, très beau. C'est pas du tout
On n'est pas du tout dans de la provocation ou quoi que ce soit, on est juste dans, voilà, les corps ils sont beaux, donc on te montre des corps beaux. Et c'est voilà, c'est très esthétisé. D'ailleurs, on verra dans le film plus tard, par exemple, il y a des statues, donc on va faire des parallèles entre les statues et les corps, etc. Et il y a une attention quand même particulière qui est apportée à la stylisation de chaque plan. Ce qui fait que le film, en tout cas pour moi à ce stade, en tout cas, est au moins intéressant à suivre pour ça. C'est-à-dire que vraiment visuellement, on s'ennuie pas du tout. Il se passe beaucoup de choses à l'écran, quoi. Après, c'est vrai qu'au niveau du scénario, c'est assez nébuleux. Après, le film est volontairement nébuleux sur son scénario, voilà. Avec une bonne raison, hein. Il va y avoir un révélation à la fin, attention, twist. Restez avec nous si vous n'avez pas vu le film. Restez avec nous, vous allez tout Ou savoir. allez le voir d'abord, peut-être. Oui, peut-être, c'est peut-être mieux. Pour vous faire un avis. Mais c'est vrai que du coup, notamment, je trouve que certes, visuellement, c'est très beau, et le montage aussi fait que tu t'ennuies pas. Il y a un gros travail à ce niveau-là aussi. En fait, sur le montage, c'est vrai qu'on va avoir une gestion du rythme qui est assez intéressante. On va avoir un moment des successions de plans un petit peu cut, d'ambiance qui vont nous montrer un petit peu toute cette jeunesse qui phosphore, un côté un peu tourbillonnant. Et on va avoir après voilà, des plans beaucoup plus esthétisés, beaucoup plus fixes, notamment quand on est dans des relations plus interpersonnelles ou plus intimes, et notamment dans le rapprochement entre Oliver et Félix. Voilà, donc là, il fait chaud, donc il est torse-poil. Et je sais pas si t'as mis le... Non, t'as... Ah oui, voilà, scène très importante entre Oliver et Félix. Oliver, un matin, reçoit un coup de fil, et derrière, contacte Félix pour lui parler, et il a appris que son père est mort, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, exactement. Et voilà, il explique un peu à Oliver sa vie, que ses parents avaient des problèmes de santé, sa mère des problèmes d'addiction, son père dealait ou je sais pas quoi. Et du coup, Félix est très attristé pour Oliver. Tu m'étonnes. Et alors là, on retrouve, c'est marrant, cette position-là que le personnage de Barry Keoghan a pendant le film, c'est une position qu'il va souvent prendre quand ils sont tous les deux. C'est une position qu'on va retrouver, quoi. C'est avec les bras croisés sous les jambes comme ça. D'accord. Oh, j'avais pas fait attention. Ah quasiment dans toutes les scènes après dans le film où ils vont être ensemble, quand il est assis au sol, il est quasiment toujours dans cette position-là. Ok. Alors, il peut y avoir plusieurs interprétations à ça en tout cas. Également, Félix va avec Oliver l'aider à faire son deuil en lui apprenant une tradition familiale qui est de lancer un caillou avec le prénom de la personne qui est décédée dans une rivière. Là, évidemment, il va lancer le caillou, mais il va le lancer à côté. Il va pas tomber dans la rivière, ce qui va pas manquer de provoquer un effet un peu comique. Oui. Là aussi, il y a une interprétation sur pourquoi le truc il tombe pas dans la rivière, mais voilà. Oui. Acte manqué ou pas? C'est un peu ça la question qu'on va se poser. Donc ce qu'on peut dire aussi à ce stade, c'est que le film va être découpé en plusieurs parties. Là, c'est ce qu'on appellerait la partie peut-être Oxford, mais le film va basculer dans d'autres environnements par la suite. Et dans la deuxième partie, donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va être les vacances d'été. Et Félix va inviter Oliver à venir dans sa famille pour l'été, dans la propriété familiale qui s'appelle Saltburn. Ce qui n'est pas sans rappeler. Alors, effectivement, Saltburn, moi, ce nom-là, je le trouvais assez intriguant. J'aurais jamais pensé que c'était le nom d'un château. J'avais pas forcément fait le lien avec un Broadchurch ou un Brideshead ou les noms qu'on connaît un petit peu comme ça. Donc, on va voir la révélation de qu'est-ce que c'est ce Saltburn, qui a l'air un petit peu plus violent et un petit peu plus qu'un nom de maison traditionnelle, en tout cas. Oui, c'est une grande demeure, hein, c'est un château. Pauvre Oliver arrive avec ses petites valises à la porte. Et premier truc très, très rigolo, il passe le portail, il sonne à la porte, et puis là il se fait limite engueuler par le majordome, qui lui dit non mais t'aurais dû nous attendre au portail, on serait venu t'ouvrir. Donc voilà, c'est déjà un premier signe. Oliver, il est comme pour Oxford, il est pas à sa place, c'est pas son milieu. Exactement. C'est pas la vie qu'il connaît. Mmh. Mais là, c'est une vie qu'il va apprendre à découvrir, du coup, parce que pendant toutes les vacances, il va vivre à Saltburn. Saltburn, où il y a un certain nombre de personnages qui résident. Bon, déjà, Félix, bien entendu. Son père, sa mère, sa sœur, Farley, Pamela, jouée par Casey Mulligan, qu'on revoit encore, que j'ai pas du tout reconnu. Non, moi non plus, je l'avais pas reconnu, j'ai vu après.
Je l'avais pas du tout reconnu. Bah, d'ailleurs, on va la voir après. Juste un peu avant, donc effectivement, Félix fait la visite de l'énorme propriété. Vraiment, on comprend que le truc est vraiment un château gigantesque. Ce qu'on peut dire aussi, et qu'on n'a pas précisé sur la première partie, c'est que l'attirance d'Oliver pour Félix vire quand même à l'obsession. C'est-à-dire que Oui. quand même, il va regarder sous ses fenêtres, il commence un peu à l'épier, et donc il y a quand même une dimension en filigrane qui jusqu'ici n'est pas tendue, mais de thriller au film en fait. Donc du coup, si, juste pour repréciser par rapport à ça, pour moi il y a une deuxième matrice au film, hein. J'ai parlé de Retour à Brightside, mais l'une des références qu'on ne peut pas ne pas voir à ce moment-là, c'est cette espèce de personnage un peu prolo qui débarque parmi les riches dans une ambiance un peu de thriller. Donc il y a 2 films qui ont été adaptés ça, mais le personnage c'est Monsieur Ripley. Et donc il y a un film avec Alain Delon qui s'appelle Plein Soleil, et un film avec Matt Damon qui s'appelle Le talentueux Monsieur Ripley, qui sont un petit peu c'est un peu le scénario hyper classique de l'arriviste qui essaie de s'intégrer comme ça dans la famille, et dans Le talentueux Monsieur Ripley, en tout cas la version américaine, avec une tension homo-érotique qui est aussi très prégnante. Donc ça c'est la deuxième référence qui est assez évidente. Donc ça pour dire que le film pour l'instant navigue dans des eaux assez connues, avec une forme postmoderne. Tous les personnages, sauf, sauf la sœur de Félix, qui sont présents ici. Et bien entendu, le petit personnel, voilà, le majordome et le petit personnel ne sont pas représentés ici. Ils font partie des meubles. Hein, C'est ça. bon, ça a l'air très méchant quand je dis ça comme ça, mais on va très vite voir que les gens qui vivent dans cette maison, ils sont pas bien dans leur tête. Hein. Ils sont zinzin, hein, on peut le dire. Hein. Et ils sont horribles. Ils sont absolument horribles. À part peut-être Félix, qui a ses bons et ses mauvais côtés, mais quand même paraît quand même être le plus normal de la famille. Mais c'est vrai que alors déjà, ils sont tous relativement mesquins, et en plus mesquins dans ce sens un peu britannique, c'est-à-dire que ils disent pas les choses frontalement, mais ils ont toujours des manières de casser les gens très sophistiquées. Et parallèlement, ils ont beau être très très riches, à part le père, c'est vraiment des beaufs, quoi. C'est-à-dire ils ont vraiment on va le voir dans le film, quand ils regardent des films à la télé, c'est toujours des conneries, alors qu'ils ont une bibliothèque avec des Shakespeare originaux, quoi. Et donc, alors ça nous montre la décadence morale de cette classe aristocratique. Oliver, il va commencer à faire des trucs. Oui. Faire des trucs tout seul et faire des trucs avec les autres. Bon, je pense que tu vas pouvoir avancer dans les images, on va voir ça. Voilà, on peut le dire, ça part en cacahuète, hein, ça y est. Alors donc Ouais. déjà, il va croiser la sœur qui est en train de fumer toute seule dans le parc. Il va se pointer en caleçon et lui donner son plaid. On comprend que en fait, il essaie de la draguer, hein, très, très, très concrètement. Ce qui, dans l'absolu, si le film avait commencé à la période Saltburn, on se serait dit, bah pourquoi pas, après tout, il peut draguer la sœur. C'est un peu une manière d'entrer dans la famille. Mais en fait, il a toujours son crush toxique sur Félix. Ouais. Donc là, on commence à se demander un petit peu à quoi il joue, quoi. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Bah, on sait pas encore. Voilà. Prochaine séquence, on va voir. Voilà, alors entre les deux, Ah. il assiste au repas de famille et met un petit peu tout le monde mal à l'aise au petit déjeuner parce qu'effectivement, il n'a pas du tout encore les codes et les usages. Ça va être à la fois un ressort comique dans le film et à la fois une manière d'illustrer, d'une certaine manière, cette disparité de classe entre la famille et Oliver. Ouais. Bah, là, juste pour un petit déj et des œufs, c'est compliqué. Hein. Ensuite, Ah oui. il va continuer à frayer avec donc Félix, le cousin et la sœur. Notamment, ils vont aller se faire des petites après-midi à poil dans les champs. J'ai pris la seule image que je pouvais montrer. Hein. Je pense que celle-là, ça va, elle passe. C'est très bien, c'est très bien. Oui, alors c'est vrai que pour l'instant, on est vraiment en... Bah, ça fait vraiment film de vacances. Bah, Voilà, c'est voilà, farniente, ouais. des jours de vacances. Exactement. Donc, voilà. Et il se passe... Et en fait, à part Oliver qui découvre cet univers-là, Mm, mm. et puis les gens qui sont plus ou moins chelous. Oliver continue d'explorer la demeure de Saltburn et va notamment découvrir un labyrinthe. Après, le majordome va lui dire quand même arrête un peu de fouiner partout, reste avec les autres. Il n'y a pas vraiment de raison que tu traînes dans toutes les pièces. À ce stade-là, d'ailleurs, moi donc on est en train de le regarder à deux avec Isabelle de la troisième rangée pour ceux qui nous suivent depuis la troisième rangée. Et je lui ai dit mais moi à sa place je commencerais à piquer des trucs quand même. Hein. C'est-à-dire que dans la baraque il y a plein de trucs chers. Moi vraiment à sa place. Vraiment, je pense que j'aurais commencé, ma kleptomanie l'aurait emporté, j'aurais commencé à piquer des bouquins originaux de Shakespeare. Mais lui, non, il a l'air de fouiner, mais pas dans ce sens-là, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui. C'est là où je veux en venir.
C'est plus, il prend ses marques. Et voilà donc la scène de la baignoire qui attend d'effrayer la chronique. Alors voilà, ça, ma voisine de visionnage a fait la même chose. Elle m'a dit tu me préviens quand c'est fini. Voilà, donc je dirais que depuis la scène de la pêche dans Call Me By Your Name, c'est voilà, c'est la nouvelle scène de référence. Quand quelqu'un parle de la scène de la baignoire, maintenant tout le monde sait de quoi on parle. C'est-à-dire que, je vais essayer de dire ça en des termes qui peuvent passer à la fois sur Twitch et sur YouTube, Félix est en train de se décrypter le Hugo dans la baignoire, et comme d'habitude, Oliver est en train de le mater, voilà. Et quand Félix aura fini son affaire, Oliver ira voir s'il ne reste pas un petit quelque chose pour lui. Voilà. Cette scène-là, alors moi je dois avouer que... alors, la scène montre qu'il est zinzin, hein, clairement. Là, c'est l'obsession. Donc, pour moi, ça marche bien. C'est-à-dire que c'est une manière, en tout cas, originale de montrer qu'il est zinzin. Parce que le mec qui maxe sous les fenêtres, ça, on avait déjà vu. Le mec qui lèche la baignoire, ça, on n'avait jamais vu quand même. Donc, scène qui devient peut-être instantanément culte. En tout cas, pour moi. Peut-être pas pour toi. J'ai l'impression que tu n'as pas eu grand plaisir à voir cette scène. Non, j'ai détesté. C'est horrible. C'était dégueulasse. Ah oui, c'est ignoble. Ça, je suis d'accord. Oh, ça marque, hein. Ça marche bien. Ah, voilà. Les faits recherchés marchent à donf. Et alors, j'ai un grand malheur pour vous, si vous n'avez pas aimé cette scène, c'est que ça va aller de mal en pis. Voilà. Ouais. Et encore, je trouve que celle-là, pour moi, c'était quand même la plus dégueu. En fait, c'est vraiment genre, il fout sa langue sur le siphon du truc. Ah. Parce que là, bon, voilà, là, il joue avec du sirop de cassis, ça va. Hein. Voilà, non, scène, à mon avis, tout aussi affreuse, hein, où il va aller voir la sœur, encore une fois, dans le jardin. Mais la sœur lui dit ce n'est pas le bon moment du mois pour qu'on se galoche et qu'on fasse plus si affinité. Voilà, avec la description de Nam, vous avez bien compris ce qui s'est passé. Je trouve que l'aspect le plus dérangeant, c'est pas forcément qu'il fasse muse avec le sang de la madame. L'aspect le plus dérangeant, c'est ce qui se passe avant. Où il lui dit, je sais pas si tu te souviens, mais Vénitia, tu manges pas, enfin, il lui dit, je sais que tu te fais vomir, demain tu manges et tout. Et en lui tournant autour, ça fait vraiment une espèce de truc prédateur. Bah en fait, il est en train de construire avec elle une relation purement sadomasochiste, dans laquelle il tient le rôle du dominant. Qui va lui donner des ordres. Et en fait, c'est assez étonnant parce que Oliver, jusqu'ici, on avait l'impression, au contraire, qu'il était peut-être un peu, d'une certaine manière, soumis à Félix. Mais en réalité, justement, avec cette scène-là, ce qu'on voit, c'est que sa nature, d'ailleurs, et quand je dis soumis à Félix, la scène de la baignoire, par exemple, montre ça, et en fait que sa nature serait plutôt une nature d'être dominant. Donc en fait, à ce moment-là, on a complètement un shift de sa personnalité, en tout cas de sa personnalité telle qu'elle était affichée jusqu'ici, et de personnes qui semblent être un petit peu exogènes, pas à l'aise, etc., devient effectivement, comme tu l'as dit, un prédateur et un danger pour la famille. Oliver, donc, dans cette dualité représentée par ce jeu de miroir, bon, c'est pas le motif le plus subtil et le plus nouveau du monde, mais en tout cas, maintenant, il nous apparaît plutôt double, alors qu'avant, il n'avait pas cette ambiguïté-là. Nous arrivons donc sur une troisième séquence dans le film. C'est-à-dire pour l'instant, toute la séquence à Saltburn, les jours passent, donc il passe du temps, il y a un côté un petit peu temps suspendu, d'une certaine manière. C'est vraiment l'été, mais va arriver l'anniversaire d'Oliver, et la mère a décidé que pour l'anniversaire d'Oliver, on allait faire une petite fête en petit comité, c'est-à-dire avec 100 personnes, ou non, peut-être 200, parce que quand même 100 ça fait un peu minable, et donc les préparatifs s'organisent, mais à ce moment-là, Félix a une idée, et quelle est cette idée, mon cher Nam? Alors, il s'avère que quand Oliver, je sais plus, aux toilettes ou à la douche, son portable a sonné, c'est ce que Félix lui dit, et que sa mère l'a appelé, et que du coup, sa mère voulait voir Oliver pour son anniv, et donc Félix se dit, allez, je lui fais la surprise, je l'amène, je sais qu'il a des problèmes avec elle, avec sa famille, que c'est pas facile et tout, mais il faut qu'il avance, quoi, qu'il fasse son truc, qu'il fasse le deuil de son père et tout. Bon, ça part d'une bonne intention pour Félix. Et Oliver, il panique de ouf. Et quand il va arriver là-bas, on va très vite comprendre pourquoi il panique. Et c'est le premier twist du film, en tout cas. Extrêmement chelou.
Et oui. Voilà, il s'avère que le père d'Oliver n'est pas mort, il s'avère que la mère d'Oliver n'a pas le problème de santé. Non, c'est un vieux couple très sympa, cinquantenaire. Il a des Ils sont... sœurs, ils sont dans un petit pavillon. Ah Dans oui, il n'est une pas zone... enfant unique non plus, ouais, c'est ça, il avait menti Voilà, là-dessus aussi. ils sont dans une zone pavillonnaire et il est sans doute pas du tout boursier parce qu'en fait il est middle class quoi, tout simplement. Oui, c'est ça, enfin, il est pas nécessité ou quoi que ce soit, c'est juste, c'est un mec lambda en fait. Et enfin, lambda moyenne classe en plus, donc lambda bien. Mm, mm. Et donc là, il y a quand même un truc qu'on peut se dire en tant que nous qui regardons le film, c'est mais bon, Félix est vénère et ça se comprend. Oui, Et nous en tant que spectateurs, la question qu'on peut se poser, c'est mais qu'est-ce qu'on sait d'Oliver voilà, en c'est ça. vrai? C'est-à-dire que leur relation a été bâtie sur un mensonge, mais la relation qu'on a avec ce personnage-là a également été bâtie sur ce même mensonge. Même si nous, on a vu quelques petits indices qui nous laissaient à penser qu'il avait des motivations un peu étonnantes. Félix va lui dire bah écoute, on rentre, on fait la fête, et puis demain, bah tu rentres chez toi, quoi, c'est fini, quoi, tout simplement. Oui. Donc nous arrivons à la fête, qui est une fête plus ou moins costumée, et où Félix a des ailes d'ange et Oliver a des cornes de diable peut-être. Oui. En fait, moi j'ai mis cette image parce que je l'avais vu passer sur Twitter justement, et les gens disaient non mais attendez, ils ont mis le méchant avec des cornes et le gentil avec des ailes, c'est vraiment un symbolisme de bas étage. Et quelqu'un répondait justement oui mais ça dans l'esthétique Tumblr 2006 c'était vraiment les représentations qu'on avait. Et en fait, cette espèce de premier degré là qu'il y a à ce moment-là dans le film, moi me plaît bien parce qu'en fait, maintenant on a compris qui était qui et quels étaient les enjeux, et on Ça. va avoir le combat du méchant contre le gentil d'une certaine manière, dans une ambiance qui se tend très sévèrement, puisque cette fête costumée, bal masqué, a des côtés carrément horrifiques, quoi. Ce plan-là m'a fait pas mal rire parce que le type qui fait tourner la broche au cochon a un masque de cochon. Voilà, je trouve Voilà. ça assez drôle. Masse de cochon, moi ça m'angoisse, ça me rappelle toujours Saw, mais c'est vrai que là le film, voilà, on est comme entré dans une autre dimension, quoi. C'est pour ça que je dis c'est vraiment un nouveau segment, puisque c'est Saltburn, mais en version peut-être un petit peu plus fantasmagorique, et on va le voir sur l'image suivante. On va avoir un jeu avec les teintes de couleurs et les obscurités, où on va voir des personnages dans la pénombre, des personnages éclairés avec, voilà, donc ici une lumière bleue très très vive. Donc on va complètement changer d'ambiance, et cette ambiance va être effectivement nimbée de menaces, puisqu'on se dit bien que Oliver va pas passer la nuit tranquillement et se laisser dégager comme ça. Sauf qu'il y a un autre problème pour Oliver, c'est que Félix refuse de lui parler, l'envoie chier et tout. Sauf que Oliver, il aimerait bien parler à Félix, certainement pour pouvoir rester à Saltburn et continuer ses petites magouilles. On ne sait pas encore c'est quoi ces magouilles, quel est son objectif au final. Oui, et le lendemain... Et ça va, donc ils vont se croiser au cœur du labyrinthe, ils vont discuter, et effectivement, le lendemain, que se passe-t-il? Eh ben, il s'avère que Félix est retrouvé mort. Au milieu du labyrinthe. C'est ça. D'ailleurs, cette scène débulée qui était très belle, où on peut bien voir qu'au centre du labyrinthe, ils ont mis un minotaure. Donc Oliver qui est derrière, presque avec son ombre projetée en minotaure carrément, et ça fait penser un petit peu à cette affiche, je sais pas si tu avais vu cette affiche teaser de Star Wars épisode 1 avec le petit Anakin Skywalker et la Dark Vador derrière lui, en ombre. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et on va comprendre finalement que c'est peut-être lui... Peut-être qu'il a eu un rôle dans cette mort, qui a l'air en tout cas pour l'instant accidentel, puisqu'en fait Félix est au milieu du labyrinthe, il a énormément bu, donc il peut très bien avoir fait un coma éthylique, une hypothermie ou autre chose, quoi. À ce moment-là, Oui. on a ces théories-là en tout cas. Et cette scène assez terrible, où on peut voir les différentes réactions des différents membres. Donc la sœur et le cousin qui sont effondrés. La mère qui essaye de rester digne, mais tu sens que pareil, elle est effondrée. Oliver qui est distant, étrangement distant, alors c'est son crush, hein, voilà, il est mort. Et le père qui juste n'accepte pas ce qui se passe. Et ensuite va s'en suivre une scène de petit déjeuner en famille, où ils vont essayer de maintenir les apparences, mais où les apparences craquent de toutes parts. Et une scène qui pour moi est vraiment, en tout cas, enfin moi j'ai trouvé cette scène vraiment terrifiante. En plus elle est totalement nimbée de rouge, Oui. par opposition au bleu qu'on a vu précédemment. Ils ferment les rideaux pour pas voir le corps passer, donc encore pour maintenir les apparences. Et cette scène, on voit que finalement
tout le monde déraille et tout le monde essaie tant bien que mal de maintenir les choses, ce qui rend cette scène vraiment très impactante en tout cas pour moi. J'étais vraiment saisi par cette scène-là. Et même, en fait, tu vois, le fait, au début, ils disent on va fermer les rideaux pour pas que vous voyez passer, mais en vrai, tu regardes pas, tu vois pas, tu vois. Et le fait qu'ils ferment les rideaux, que la pièce se met en rouge, c'est aussi un rappel à tout le monde que bah oui, il est mort, et voilà. Et tout s'y craque, et c'est assez terrible. Et on peut voir d'ailleurs que celui qui a le seul qui arrive à maintenir les apparences, c'est Oliver. Oui, justement, lui, ça a l'air de très bien aller, il a l'air très en contrôle de la situation. Bah, sauf sur le plan d'après, voilà. Et sauf sur le plan d'après, alors à ce moment-là où je me dis, donc avec Isabelle, elle me dit qu'est-ce qui va se passer, je fais oh écoute, à ce stade vraiment on n'est pas à l'abri d'une scène nécrophile, et figurez-vous que, attention, on est pas loin. Évidemment, je suis gentil, je vous mets juste avant que ça se passe, mais Oliver va aller se recueillir et pleurer sur la tombe de son crush, ce qui va montrer qu'il avait peut-être sans doute en tout cas un amour sincère envers lui. Et il va commencer à se déshabiller et à se frotter contre la terre qui vient d'être retournée. Il va planter un poireau. Voilà, c'est ça, il va planter des choux à la mode de chez nous. J'espère que voilà. chez vous. Scène nécrophile relativement soft, mais néanmoins très choquante. Enfin, quand tu la vois, tu te dis oulala, non, vraiment, il est zinzin, quoi. C'est-à-dire voilà, que... mais du coup, voilà, bon. Du coup, vis-à-vis de son crush, il aura baisé la sœur, le cousin, la tombe et léché une baignoire. Ouais, mais ce qui sera intéressant à analyser justement par la suite sur quelle est la nature finalement réelle de cette relation. Je le garde pour ma petite conclusion. Ok, on arrive à l'épilogue. Donc pour raconter l'épilogue assez rapidement, il va recroiser la mère au moment où il a appris que le père était mort, et donc il va nouer une relation avec elle, et en fait on va comprendre qu'il la manipule pour essayer de récupérer le magot et l'héritage. Et en fait la voix off que l'on entend depuis le début, c'est lui qui raconte à la mère toutes ses forfaitures et toutes les horreurs qu'il a faites. Et comment en fait, en réalité depuis le début, il a manipulé tout le monde, et c'est-à-dire tout le monde, même encore plus depuis le début, même avant Saltburn. C'est-à-dire que le vélo crevé de Félix, c'était déjà lui, et après, il manipule vraiment tout le monde depuis le début, et qu'en fait, son objectif depuis le début, c'était de choper l'héritage, sauf que la mère, elle ne peut rien faire, puisqu'elle est intubée et qu'elle va bientôt mourir, et elle va d'autant plus bientôt mourir que Oliver va retirer le tube, elle va mourir, il va récupérer le magot, et on arrive sur la dernière scène du film. Alors j'ai mis ce que je peux montrer, et cette scène, encore une fois, iconique pour moi, et je dirais que c'est peut-être la plus grande qualité du film, c'est vraiment, j'ai des scènes qui m'ont marqué, c'est Oliver qui danse à poil dans Saltburn sur la musique Murder on the Dance Floor de Sophie Ellis Bextor, et donc il a gagné. Alors, du coup, le méchant a gagné. C'est ça. Mais était-il le méchant ? Alors il est le méchant, bien sûr, du point de vue où il est méchant du point de vue où il a tué des gens. Mais est-ce qu'il n'a pas fait juste tout simplement de la redistribution de richesses dans une optique communiste ? Non, en fait, je pose la question avec un petit peu malice, parce qu'en fait, on est sur un film qui s'aventure sur le terrain de la lutte des classes. Et en fait, je trouve que politiquement, il est très maladroit, en fait, le film. C'est-à-dire la manière dont il est décrit. Mais c'est comme c'est la même manière que Parasite, c'est un film de lutte des classes où la finalité c'est les prolos qui prennent la place des riches. Ouais. Du coup la lutte elle est pas gagnée, ils ont juste pris la place des riches. Exactement. Et puis en plus de toute façon dans le film, comme on ne montre que Oliver contre eux, et qu'Oliver à la fin devient riche, finalement c'est vrai que c'est des luttes un petit peu entre riches, on ne verra jamais, on verra peut-être le chef des domestiques, mais qui lui-même est un prolo très qualifié déjà, je pense que c'est quelqu'un qui gagne très bien sa vie, mais les autres, on va les voir vraiment en figuration. Donc je pense que le film en tant que tel n'a pas énormément de propos politiques, ce qui pour moi est quand même un petit peu dommage quand on traite ce genre de sujet. C'est-à-dire que moi j'aurais bien aimé, sans avoir un positionnement, mais au moins, après, le film nous montre cette scène comme une jubilation. Donc on voit quand même que il y aurait peut-être un affect anti-riche à l'œuvre, surtout vu la manière dont les riches s'en dépeignent. Après, ce n'est pas pour me déplaire, c'est un affect qu'on retrouve par exemple dans Glass Onion de Ryan Johnson, par exemple, c'est un peu la même chose, où les riches sont vraiment montrés comme décadents et horribles, et que quelque part ce personnage qui est monstrueux et qui a commis des crimes, dans une logique méritocratique,
bon, il mérite d'avoir gagné à la fin, puisque finalement, il ne fait qu'appliquer et reconduire la même logique qui est à l'œuvre dans le monde capitaliste. Comment il s'appelait celui qui était avant Glass Onion? À couteau tiré. Ah oui, à couteau tiré, c'est le même plot aussi, mais de manière totalement morale. C'est-à-dire que dans à couteau tiré, c'est le patriarche de la famille qui décide de léguer sa fortune, non pas à sa famille, mais à la femme de chambre, et il va y avoir tout un imbroglio autour de ça. Et Oui, bah, sauf sachant que elle va qu'au final, récupérer l'héritage de manière totalement morale. C'est-à-dire, oui. il lui a donné, c'est à elle, point. De manière légale, il y a pas de souci. Pour moi, à couteau tiré, ce film-là, c'est un peu les deux faces d'une pièce. C'est-à-dire que... mais alors, la difficulté que je vais avoir avec ce film-là, c'est effectivement, comme le héros est présenté comme fondamentalement, un, amoral, deux, zinzin, pour ne pas dire psychopathe, bah en fait, on pourrait totalement se dire politiquement, c'est oh regardez vraiment ces prolétaires en fait finalement ils ne sont que dans la jalousie des riches et autres Mhm. fariboles qu'on entend dans les discours de droite. Ce qu'il n'y a pas dans À couteau tiré, mais À couteau tiré à côté a quand même un regard très moral par rapport à ça, très Oui. légaliste. Et donc voilà, donc je trouve que les deux films se répondent de manière quand même assez intéressante, même si je trouve que dans Saltburn c'est quand même beaucoup plus maladroit quand même au Après, final ce que ça veut dire. Après, dans Saltburn, le propos du film n'est pas un propos politique. Le propos du film, c'est plutôt comment? Bah, un film sur la mentalité, le mental de certaines personnes, euh, et notamment de son personnage principal, parce qu'en fait, tout le film aussi, c'est une sorte d'enquête pour essayer de comprendre ce qui est ce putain de personnage d'Oliver, qu'est-ce qu'il veut, mentalement comment ça va, a priori pas des masses, Mhm. et voilà, c'est une exploration de ce personnage et de cette mentalité, surtout bah, c'est lui qui nous fait sa confession, enfin qui fait sa confession, et c'est lui qui nous donne son point de vue sur la situation, etc. Et après c'est à nous de forger notre avis bah, en fonction de ce que lui il nous dit et de ce qu'on voit. Et ben, je pense que tu soulèves un point très intéressant, et effectivement, il y a quand même quelque chose qui vient, dans toute cette histoire, agiter sa psychologie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un psychopathe qui a un plan dès le début, mais son plan, quand même, il déraille un peu à un moment. C'est-à-dire qu'en fait, ce crush qu'il va développer sur Félix, bah, c'était pas prévu. Parce qu'en fait, Félix, il l'a ciblé, à la base, juste parce qu'il est riche. Donc il n'y avait Mm. pas du tout de question d'attirance, etc., vis-à-vis de lui. Et donc en fait, on peut revenir à la première scène du film où il dit je l'aimais, mais finalement, est-ce que je l'aimais vraiment? Et c'est toute cette question-là, évidemment, qui est au cœur du film, ce moment où ça déraille. Et en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que ce qu'il aimait chez Félix, en réalité, c'était l'image de ce que lui voulait être. Et en fait, ça, c'est quand même un paradigme qui est très important dans les relations, surtout de même sexe. C'est-à-dire que l'attirance chez l'autre va se mélanger avec l'admiration de l'autre. C'est-à-dire, quelque part, on veut être avec l'autre, mais quelque part, on aimerait bien aussi être l'autre. Et prendre sa place aussi d'une certaine manière. Cet amour qu'il va avoir pour Félix, qui pour moi en réalité est un désir obsessif, c'est surtout un désir obsessif d'être lui. Et en fait, avec lui, il aurait eu toute l'attitude peut-être même d'avoir une relation d'ordre sexuel, mais peut-être sans doute pas beaucoup plus vu le caractère de Félix. Et en fait, il fait le choix quand même à un moment, bah, tout simplement de prendre sa place et de devenir lui. Mm. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est... Alors, autant dans le film, sur la psychologie du personnage, moi, le problème que je peux avoir avec la trame narrative du film en général, c'est que, en fait, on est dans une trame ultra classique. C'est un parvenu qui veut essayer de piquer l'argent des riches. Donc ça, c'est extrêmement classique. Donc en fait, il y a tout un mystère qui s'échafaude comme ça au film du film, et à la fin, en fait, on revient sur des rails extrêmement attendus. Donc le film peut être un petit peu décevant dans cette optique-là, mais si on le regarde justement dans les écueils, dans tous les obstacles qu'il a dû franchir, et à travers le prisme de ce désir-là vis-à-vis de ce personnage-là, bah, je trouve que ça fait une étude psychologique intéressante et qui vient un petit peu renouveler le genre quand même, si je dois mettre quelque chose plutôt au crédit du film. Oui, d'ailleurs, petite remarque, parce que bon, t'as mis cette image, c'est vrai qu'on en a, on n'avait pas trop parlé sur cette séquence. Je trouve cette séquence quand même assez incroyable. Bah oui, oui. Il faut saluer la performance de l'acteur, parce qu'on le voit dans. Vous imaginez quand vous êtes chez vous et que vous dansez quand personne vous regarde, bah lui il fait ça, mais avec 5 personnes derrière lui alors qu'il est à poil.
Franchement, bravo. Hein. Ça m'a fait penser à une scène de film. Alors, j'ai pas vu le film, mais j'ai vu la scène. Et en fait, Tom Cruise, sa carrière, il est très connu parce qu'il y a une scène comme ça où il est dans une maison de riches et ça s'appelle Risky Business. Et il se met à danser comme ça au milieu de la maison. Alors, malheureusement, j'ai pas vu le film, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus. Mais ça m'a évoqué ça. Je sais aussi que cette scène-là est parodiée dans Une nuit d'enfer. C'est pour ça que je connais la scène. Ce que je peux dire en conclusion, Saltburn, c'est comment je laisserais pas ça dans mes films préférés aussi parce que c'est pas un genre parce qu'on serait plutôt dans du drame. Dans du thriller psychologique quand même, on pourrait dire d'une certaine manière. Un peu de thriller psychologique, mais thriller psychologique qui est caché. Pendant très longtemps, on sait pas que c'en est. Oui, on croit que c'est un mélodrame au début. On croit plutôt que ça va partir sur une pente un peu romantique. On est plutôt sur du mélodrame et du mélodrame un peu à la qui m'a un peu fait penser à Bergman. Ouais, j'ai regardé mes fiches. Dans le sens où c'est des personnes où mentalement ça va pas et ça va pas du tout et c'est aussi des comportements humains extrêmes. Mais après et ça nous montre l'humain aussi dans ce qu'il a, dans ses bizarreries, ses fêlures, etc. C'est pas forcément le genre de film qui m'attire le plus. Et sinon, bah voilà, mais à côté de ça, voilà, c'était très bien fait, les performances d'acteurs étaient très bien. C'est juste que bon, voilà, personnellement, c'est pas forcément le cinéma qui m'attire, mais le film était très bien. Moi, ce que je mettrais au crédit du film, donc pour moi, il y a vraiment trois choses. C'est que le film est assez captivant par le côté visuel. C'est-à-dire que vraiment, il se passe toujours des choses à l'écran, les effets de montage, la photographie. Il y a vraiment une grosse créativité dans le film sur le plan purement formel. Voilà. Ça, c'est le premier point. Après, alors, c'est une esthétique qui a aussi des côtés kitsch qu'on peut ne pas aimer, mais moi, je trouve que dans ce que ça a essayé de faire, c'est-à-dire de capter un petit peu le grain d'une époque et de le remettre un petit peu à la sauce un peu postmoderne, je trouve que ça le fait vraiment très très bien. Le deuxième point que je mettrais au crédit du film, c'est vraiment qu'il y a des scènes qui marquent. C'est vraiment, c'est un film qui ne laisse pas indifférent, je pense. Donc ça, c'est quand même pour moi une qualité. Et le troisième point que je mettrais au crédit du film, c'est les petits twists psychologiques que le film va faire par rapport à une trame de thriller très classique. Ça va partir un petit peu plus dans tous les sens et effectivement aller chercher un petit peu plus dans les tréfonds de l'âme humaine et dans des choses pas très reluisantes. Donc ça m'intéresse. Après, là où je trouve le film un peu plus faible, c'est que, comme je l'ai dit, sur l'histoire au global, en réalité, on sait où ça va, quoi. C'est-à-dire, tout ça est un petit peu emberlificoté et tout ça est un petit peu mélangé, mais une fois qu'on a vu le film à la fin et qu'on a remis les pièces du puzzle dans l'ordre, tout s'agence de manière relativement simple, et je sais pas du coup si c'est vraiment un film que je reverrai. Du coup, Nam, alors est-ce qu'on a des recos à faire pour aller plus loin après Saltburn? J'ai une reco. Il s'agit d'un film avec une personne qui a des petits problèmes mentaux et des rapports bizarres avec les gens qui l'entourent. Et c'est un film qui explore les tréfonds de l'âme humaine dans ce qu'ils ont le plus terrifiant. C'est Aguirre ou La colère de Dieu, enfin Aguirre, La colère de Dieu de Werner Herzog avec Klaus Kinski. C'est lui. J'ai prévu de le voir ce mois-ci. Voilà, vous voyez lui, il a des yeux fous parce que dans la vraie vie il était fou. Pour vous donner une idée, Aguirre, La colère de Dieu, c'est un... Bon, tu verras, je vais pas tout te révéler, mais par exemple, il y a une petite anecdote de tournage qui est visible sur Allociné, donc a priori c'est vrai, où ils sont allés tourner, alors je sais plus où. C'est des conquistadors, non? C'est en Amérique du Sud, non? Oui, c'est ça, c'est quelque part en Amérique du Sud, mais genre dans une forêt, une vraie forêt amazonienne, et il s'avère que Klaus Kinski était tellement fou, et il faisait tellement peur. À un moment, t'as les porteurs locaux qu'ils avaient engagés pour les aider à porter le matériel et qui leur servaient de guide aussi. Ils sont allés voir Werner Herzog et ils lui ont proposé de buter Klaus Kinski et de le faire disparaître dans la forêt et que personne n'en saura jamais rien. D'accord. Donc un film avec un personnage un peu zinzin, donc du coup. Et c'est un acteur principal un peu zinzin aussi. Voilà, les deux se mélangent. Barry Keoghan a l'air relativement normal dans la vraie vie, mais c'est vrai qu'il fait toujours un peu des rôles de zinzin aussi, hein, quand même. Oui, mais en même temps, il a un visage qui se prête très bien à ça. Ouais, mais c'est vrai, il a ce côté un petit peu... C'est-à-dire, il a à côté... Ce côté un petit peu jeune, doux, et en même temps un visage un peu brusque et menaçant, quoi. Bon, alors, j'ai une mauvaise nouvelle, parce que moi, j'avais prévu 2 recos au cas où, hein, comme d'habitude, au cas où on tombe sur la même. Et en fait, en regardant le film, j'ai fait, mais non, mais en fait, il faut que j'en fasse une 3e, là, c'est pas possible. Donc, je vais aller vite. Vous avez aimé la version gay, Saltburn. Vous avez la version lesbienne. Ça s'appelle Mademoiselle. C'est réalisé par Park Chan-wook.
Ça se passe aussi dans le passé. C'est un excellent thriller avec un petit peu plus de rebondissements et qui C'est va coréen. dans des directions. Ah, Nam va chercher le DVD. Rappelle que Nam a 12 pièces chez lui, on espère que c'est dans cette pièce-là. Oui, c'est dans cette pièce. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ce film. Bah vas-y. Il y a une des deux meufs, personnage principal, elle s'appelle Nam. Ah, c'est très drôle. Voilà, donc Ouais. j'ai deux autres recos. Alors, ensuite, si vous voulez un film où un personnage arrive dans une famille bourgeoise, va coucher avec tous les membres de cette famille et faire exploser le carcan bourgeois, mais avec un propos politique qui se tient un petit peu mieux, je vous recommande un film italien qui s'appelle Théorème, et c'est de Pasolini. J'allais dire Rocky Horror Picture Show, c'est un peu ça aussi. Ah bah en vrai oui, hein. Et Ouais, ma vas-y. troisième reco, c'est que Seul. ma troisième reco, c'est que vous voulez voir le même film que Saltburn, mais avec un personnage principal féminin dans un cadre français, avec une famille où ils sont tous zinzins et où elle va essayer de leur piquer leur pognon. Eh bien, je vous conseille un très bon film de Sébastien Marnier qui s'appelle L'origine du mal avec Laure Calamy. Et c'est vraiment exceptionnel et c'est vraiment super. Donc voilà, désolé d'avoir fait trois recos, mais vraiment, je crois que j'ai vu tous les films dans ce genre-là, ce qui explique peut-être pourquoi j'ai trouvé celui-ci peut-être un petit peu plus classique. Mais voilà, quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Bah voilà, en tout cas, merci à tous pour ceux qui ont suivi sur YouTube. Bah, oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, ça nous fait bien plaisir. Mettez un petit commentaire, on les lit avec joie. Et on vous retrouve pour un prochain segment. Bye bye!